pour suivre notre troisième oratrice, c'est le docteur Berthier, qui va nous présenter sur le délire, onirisme et troubles du sommeil. Bonjour à tous, je remercie les organisateurs pour cette opportunité de présentation et je suis contente de voir que je ne suis pas la seule à avoir été frustrée de présenter ces thématiques en si peu de temps. Alors je travaille en fait au centre Chronos, à l'hôpital Bichat, et nous traitons en fait particulièrement les insomniaques, et ils ont souvent cette idée reçue assez anxiogène et qui parfois entretient en fait leur trouble insomnie, que si on ne dort pas pendant plusieurs nuits d'affilée, on peut mourir. Alors indirectement, ils n'ont pas tort, au vu du risque accidentogène en fait, de la privation aiguë de sommeil, mais de manière plus directe, en fait, ça n'est pas vrai. Et pour leur expliquer cela, je leur montre en fait la tête avant-après de Randy Gardner, qui est dans les années 60, c'était un étudiant de 17 ans, qui en fait a fait l'expérience de se priver de sommeil pendant 11 jours et 24 minutes. Et il n'en est pas mort, il est toujours vivant. Mais en revanche, il a très rapidement commencé à présenter en fait, des hallucinations et des idées délirantes dès les 24-48 premières heures, alors qu'il n'avait pas d'antécédents psychiatriques. Et finalement, il nous rappelle un peu à la fonction restauratrice du sommeil, qui est un état physiologique périodique et réversible, heureusement, qui est caractérisé par une diminution de la conscience et une limitation des processus perceptuels. Et donc cette notion de perception, elle est importante, et elle nous renvoie donc à la définition justement des hallucinations, qui sont des fausses perceptions. Et d'ailleurs, l'Académie française, elle précise qu'elles surviennent chez un sujet éveillé. Et cette distinction, elle est importante, puisqu'il y a des anomalies perceptives qui sont spécifiquement liées au sommeil. Alors, je vous propose comme plan un bref rappel sur les stades du sommeil, le cas des parasomnies, ensuite les troubles du sommeil qu'on peut rencontrer en psychiatrie, et puis les symptômes à l'inverse, les symptômes psychiatriques qu'on pourra retrouver dans certaines maladies du sommeil, et notamment les hypersomnies en fait, d'origine centrale. Alors, le sommeil normal se répartit en 4 à 5 cycles d'environ 90 minutes, et chaque cycle est constitué en fait, de tous les stades de sommeil, donc du sommeil lent et du sommeil paradoxal, mais en fait avec une réorganisation au fur et à mesure de la nuit en termes de proportions. Et globalement, on va faire plus de sommeil profond en début de nuit. Donc c'est le sommeil qui est plutôt impliqué, on va dire, dans la restauration, dans la récupération physique. Et on va faire plus de sommeil paradoxal en fin de nuit, et qui correspond plutôt à la restauration cognitive, et notamment la consolidation de la mémoire et puis la digestion des émotions. Le sommeil paradoxal, c'est le sommeil des rêves. Il s'appelle paradoxal parce qu'en fait, l'activité électrique du cerveau, à ce moment-là, est quasiment la même que celle que l'on présente à l'état de veille. Il y a des mouvements oculaires rapides et parallèlement, le corps il est complètement relâché avec une atonie musculaire qui est caractéristique du sommeil paradoxal. Alors les parasomnies, dans les troubles du sommeil, dans les troubles du sommeil dans les classifications actuelles, à côté des insomnies, des hypersomnies et des troubles respiratoires, on a aussi les parasomnies, qui en fait sont des comportements anormaux qui surviennent durant les différents stades de sommeil. Elles sont souvent elles sont bénignes et elles peuvent survenir pendant l'enfance et l'adolescence. Elles deviennent pathologiques lorsqu'elles sont très fréquentes et intenses avec des répercussions importantes. Alors, on distingue des parasomnies, en fait, des perceptions à la transition veille-sommeil. Donc, ce sont les hallucinations hypnagogiques lorsqu'elles surviennent à l'endormissement et hypnopompiques lorsqu'elles surviennent au réveil. Et on les distingue également des parasomnies du sommeil lent profond, que je vais vous montrer après, et du sommeil paradoxal, et des perceptions associées au sommeil qui surviennent vraiment pendant le sommeil, à savoir les rêves et les cauchemars. Et on rêve, 75% des rêves surviennent en sommeil paradoxal, mais on rêve aussi, en fait, il y a aussi une activité onirique dans les autres stades du sommeil. C'est juste qu'on va moins s'en rappeler et que le contenu, le vécu des rêves sera moins intense. Donc pour les parasomnies, donc comme je le disais, les hallucinations qui surviennent
à l'endormissement. Souvent, les personnes, elles décrivent des visions voilà, très colorées, distinguent des ombres comme ça qui passent. C'est plutôt visuel, parfois auditif. Et on le retrouve dans 70% de la population générale, ce genre de phénomène, sans que ce soit pathologique. Et ensuite, il y a une espèce de dissociation entre l'état de veille et l'état de sommeil. Lorsque ça survient en sommeil lent profond, eh bien, c'est le somnambulisme ou bien les éveils confusionnels. Et il y a souvent une apnésie en fait, de l'épisode le matin. Et lorsque les éveils surviennent pendant le sommeil paradoxal, eh bien, c'est particulièrement le cas des paralysies du sommeil, qui peuvent être très impressionnantes. On en retrouve dans 20 à 25% de la population générale. Donc c'est vraiment l'impression d'être bloqué dans son corps, de ne plus pouvoir bouger ni crier. Et il peut y avoir aussi des hallucinations visuelles ou auditives qui y sont associées. Les troubles du sommeil en psychiatrie, alors il y a une prévalence qui est plus importante des troubles du sommeil en population psychiatrique par rapport à la population générale. Il y a 30 à 80% des sujets qui souffrent en fait de schizophrénie qui se plaignent de leur sommeil. Et puis 50% des patients qui présentent des idées de persécution se plaignent d'une insomnie sévère à modérée. La deuxième plainte dans les troubles psychotiques après les insomnies, ce sont les cauchemars. On sait qu'il y a une influence vraiment réciproque entre les troubles du sommeil et les symptômes psychiatriques. Et les cauchemars particulièrement peuvent être prédictifs, par exemple, des rechutes d'épisodes maniaques dans les troubles bipolaires. Et les hypothèses, on va dire, les mécanismes qui sont impliqués dans les cauchemars, en tout cas en maladie psychiatrique, ce sont une altération faite des systèmes d'éveil et qui pourrait en fait favoriser les cauchemars. Ce qui complique aussi la prise en charge en psychiatrie, ce sont les effets en fait des antipsychotiques, donc qui peuvent favoriser les cauchemars, mais également aggraver en fait la somnolence diurne excessive. Parfois déclencher des syndromes des jambes sans repos ou aggraver des apnées du sommeil, notamment via une prise de poids. Alors, il y a une étude qui s'est intéressée plus spécifiquement au contenu des cauchemars chez des patients qui sont en phase aiguë, en phase délirante aiguë. Ils ont observé en fait, que le contenu des rêves matchait le thème en fait, du délire, donc, qui était un délire assez récurrent, et c'était donc en phase aiguë. Et de manière significative, c'était le même contenu pour les délires de grandeur et les délires mystiques. Et cette étude-là, en fait, elle illustre la théorie de la continuité, qui finalement est elle-même en fait, une continuité des théories freudiennes sur le rêve. Et elle suggère en fait que nos rêves sont des extensions, des variations de nos expériences et des émotions qu'on a vécues dans la journée. Alors, c'est Kelvin Hall qui avait développé en fait, ces théories de la continuité, et Snyder, dans les années 60, il avait réalisé en fait, une étude sur environ 600 récits de rêves, et il s'est rendu compte que seulement 1% en fait, de tous ces rêves correspondaient à des rêves, disons, typiques, comme perdre ses dents ou se retrouver tout nu en public, et que 90% des rêves recueillis en fait, étaient une réplication assez fidèle de notre vie au quotidien, ce qui concorde avec le fait qu'on active pendant les rêves globalement les mêmes régions cérébrales que pendant les rêves et pendant l'éveil. Basé sur cette théorie de la continuité, le traitement en fait, de première intention dans les cauchemars, c'est la RIM, donc c'est la répétition d'imagerie mentale, qui est dérivée en fait, des TCC. Et en fait, elle consiste à faire réécrire au sujet un nouveau scénario positif en fait, de leur cauchemar. Et de répéter en fait, ces nouveaux scénarios afin de s'en imprégner et de parvenir à modifier et à atténuer en fait, leur cauchemar. Il y a une étude qui, en 2019, a évalué l'efficacité de ce traitement-là pour les cauchemars chez un groupe de patients qui présentent des idées délirantes. Et en fait, cette thérapie a permis d'améliorer en fait, la fréquence et l'intensité des cauchemars, mais elle a également eu un effet en fait, sur la réduction des symptômes paranoïaques chez ces patients-là.
Dans la lignée donc, de ces techniques-là d'imagerie mentale, donc le groupe du sommeil de la Pitié-Salpêtrière, en fait, elle a étudié des patients qui sont atteints de narcolepsie pour tenter en fait, de communiquer avec eux. En fait, il s'agit d'une population qui sont particulièrement douées pour le rêve lucide. Alors brièvement, la narcolepsie, c'est une maladie du sommeil rare, donc, qui touche 0,02 à 0,05% de la population générale, avec une tétrade clinique à savoir une somnolence diurne excessive, donc ils ont vraiment des attaques de sommeil. Ils ont des cataplexies, ça c'est pathognomonique, ce sont des pertes brutales en fait du tonus musculaire qui sont déclenchées par des émotions et souvent des émotions positives comme le rire. Et ils ont aussi beaucoup d'hallucinations nocturnes, hypnagogiques, hypnopompiques et des paralysies du sommeil. Et donc la physiopathologie de cette maladie, c'est une perte en fait de neurones à orexine, et l'orexine c'est un peu le chef d'orchestre qui régule alors l'appétit, d'où son nom à la base quand on l'a découverte, mais qui régule aussi le sommeil. Donc la spécificité de cette maladie, c'est ce qui permet aussi de diagnostiquer la maladie, ce sont des endormissements directement en sommeil paradoxal. Et en fait, c'est cette dysrégulation de leur sommeil qui pourrait favoriser en fait, l'activation du cortex frontal, qui est impliqué en fait, dans les mécanismes de rêve lucide. Et donc leur étude, là, elle a permis d'entraîner des patients en journée à modifier, enfin à créer en fait des scénarios de rêve dans lesquels en fait ils devraient couper leur respiration et tenter de le reproduire pendant des siestes en justement rêve lucide. Alors, il y a certains patients qui y sont parvenus. Donc, il y en a par exemple qui ont rêvé qu'ils allaient plonger dans une piscine et donc ils se mettaient en apnée. D'autres, il y a un autre patient qui a imaginé qu'il était victime d'une attaque au gaz sarin dans le métro et donc qui a coupé sa respiration pour se protéger. Et donc là, je vous montre en fait l'enregistrement polysomnographique à la veille et pendant la sieste d'une patiente qui, elle, a rêvé qu'elle faisait des exercices de chant avec sa sœur lorsqu'elle était enfant. Et donc, on voit en fait là, à l'électrooculagramme, en fait, un code oculaire qui avait été préétabli, donc avec un mouvement gauche-droite-gauche pour prévenir les examinateurs qu'ils allaient démarrer leur rêve. Et puis, sur le flux respiratoire, une apnée d'origine centrale. Là, pendant le sommeil, elle a fait une apnée de 9 secondes. Et ensuite, le mouvement oculaire, le code oculaire de sortie pour prévenir qu'elle avait terminé son scénario. Alors cette étude, elle a surtout permis de montrer qu'il persiste un contrôle cortical en fait, de la respiration pendant le sommeil paradoxal, et avec l'hypothèse que l'irrégularité en fait, de la respiration dans ce stade de sommeil, elle pourrait être liée à l'activité onirique, mais ça a été surtout une des premières études finalement à avoir permis une communication avec des sujets endormis pendant leur rêve. Toujours au sujet de la narcolepsie, comme on le voyait tout à l'heure, en fait, ils sont particulièrement sujets aux hallucinations hypnagogiques. Et il y a une très belle revue de la littérature de Cyril Hanin récente qui a répertorié en fait, les symptômes psychotiques qu'on peut retrouver dans la narcolepsie et au-delà de ces simples phénomènes hallucinatoires qui sont associés au sommeil. Et en fait, ils ont pu distinguer donc 3 groupes de narcoleptiques, donc ceux avec les symptômes psychotiques typiques, donc les hallucinations, mais également une forme, on va dire, psychotique atypique de la narcolepsie, où là, les hallucinations sont beaucoup plus sévères. Pardon, je suis désolée, je me suis un peu... Donc des hallucinations beaucoup plus sévères et beaucoup plus vivides, avec des expériences en fait, de rêves éveillés. Et parfois une perte d'insight. Et enfin, en fait, donc il y a cette forme de symptômes psychotiques typiques en fait, on attribue en fait des intrusions de REM dans l'éveil, et puis cette forme atypique justement de narcolepsie qui ne sont pas traitées par les antipsychotiques, mais qui sont améliorées justement par le traitement de la narcolepsie, à savoir les psychostimulants et les traitements éveillants. Et puis la dernière forme, du coup, c'était la forme comorbide, donc narcolepsie et schizophrénie. Et on voit par exemple que pour les délires en fait, de persécution, il n'y a pas de différence entre les patients narcoleptiques qui ont une schizophrénie comorbide et les patients qui ont seulement la forme atypique de la narcolepsie. Et enfin,
Voilà, je tiens à vous présenter le cas d'une maladie du sommeil qui est très très rare, qui compte 1 à 2 cas pour 1 million. Et peut-être que vous en avez déjà entendu parler parce qu'elle est parfois médiatisée du fait de sa clinique un petit peu extraordinaire. Donc c'est le syndrome de Klein-Levin. Dans les médias, il parle de syndrome de la Belle au bois dormant. En fait, il s'agit d'épisodes bien isolés en fait, d'hypersomnie, donc des épisodes récurrents pendant lesquels les patients peuvent dormir entre 15 à 22 heures par jour. Initialement, c'était décrit vraiment comme des hypersomnies pures qui affectaient les adolescents garçons. Et en fait, là, on a un peu plus précisé la clinique et l'épidémiologie. Et on s'est rendu compte que dans tous les cas, en fait, il y avait des altérations cognitives, et notamment un sentiment de déréalisation, une apathie, et parfois même des symptômes psychotiques, des hallucinations, des idées délirantes. Donc les patients, eux, ils rapportent vraiment un sentiment d'être dans une bulle, comme s'ils étaient dans un film, coupés de la réalité, ou comme s'ils rêvaient éveillés. Et il y a eu une étude qui a regardé un petit peu la perfusion cérébrale chez ces patients en phase et hors phase. Et en tout cas, en phase, il y avait une différence au niveau des jonctions temporopariétales. Et c'est ce qui avait été retrouvé chez d'autres patients qui n'avaient pas de syndrome de Klein-Levin, mais qui avaient une plainte de déréalisation. Et juste pour conclure, donc voilà, les délires, les rêves, le sommeil sont assez intriqués. Il y a des similitudes cliniques. Parfois, elles sont difficiles à distinguer, avec des processus neurobiologiques communs, mais qu'on est loin encore d'avoir bien élucidés. Il faut avoir en tête que les effets des traitements psychotropes en fait, peuvent aggraver les troubles du sommeil avec des retentissements diurnes, mais que lorsque on prend en charge les troubles du sommeil, parfois on peut améliorer les symptômes psychiatriques. Il faut penser à la rime dans les cauchemars et même dans les troubles psychotiques. Et enfin, voilà, caractériser les symptômes psychiatriques parce que parfois ils peuvent être l'expression d'une maladie du sommeil comorbide ou non d'une maladie psychiatrique. Je vous remercie pour votre attention.